situation d'inégalité par excellence pour moi, c'est par exemple ce qui peut se passer sur une plage en Méditerranée quand des touristes d'une croisière Costa, euh, ils vont à la plage et sur la plage il y a les cadavres des migrants. Ça c'est alors j'ai pas été témoin direct de ça, mais ça on le voit tous les jours dans les informations. C'est criant, quoi. C'est une situation criante d'inégalité. Il me semble que, par ma mémoire, il me semble en avoir tant vu que pour choisir, c'est faire un choix même, ça serait maltraiter les autres. C'est quelque chose que j'ai toujours remarqué. Bon, les choses les plus simples, les plus évidentes, le clochard dans la rue. Et, quand je dis clochard, c'est parce que c'est il y a longtemps déjà, parce que justement, il s'agit d'autre chose maintenant, je crois. Plus tard, alors, les exemples d'inégalité sociale, ils devenaient de plus en plus flagrants, je veux dire, de plus en plus, il me semblait, de plus en plus visibles. Et ce qui me frappait, les choses qui me frappaient le plus, c'était que plus elles étaient visibles, plus on faisait comme si elles étaient invisibles. Et le clochard, il faisait partie du tableau. Et puis, quand on s'est enfoncé dans une autre histoire du monde et une autre histoire de la nation, de la France, de la politique, et que les inégalités sont devenues vraiment flagrantes, les licenciements ou les grèves ou les mouvements sociaux, il y avait à la fois beaucoup d'opinions dites sur elles et à la fois une sorte d'invisibilité, de passivité face à ces moments une fois qu'ils étaient terminés. Je crois qu'il y avait deux choses qui me semblaient évidentes. Quand je dis qui me semblaient évidentes, qui semblaient, je crois, évidentes à la plupart des gens, en tout cas à ceux qui s'intéressaient à la vie sociale, à la vie politique, etc. C'était d'une part que les inégalités sociales formaient un système. Ça, je crois que c'était une idée extrêmement forte. C'était de penser qu'au-delà des petites inégalités entre les uns et les autres, entre les divers groupes, les diverses strates, disent les sociologues, etc., il y avait quand même une architecture générale des inégalités, qui étaient les classes sociales. Et puis, au fond, tous les sociologues, les pères fondateurs, de ce point de vue-là, étaient marxistes. Enfin, je veux dire, il y avait des classes sociales qui étaient à la fois définies par des conflits économiques et en même temps par des univers culturels relativement, tout ça est très reconstruit, mais relativement homogènes. On vit comme un ouvrier, on vit comme un bourgeois, on vit comme un paysan, etc. etc. Mais je crois que ce qui s'est passé, c'est un long éclatement des inégalités. D'ailleurs, je crois qu'il faut bien le comprendre. Nous étions dans un univers d'inégalités relativement structuré, et nous passons dans un univers d'inégalités multiples. Je suis inégal en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que salarié, en tant que qualifié, en tant que vivant en ville, en tant que vivant à la campagne, en tant que jeune, en tant que moins jeune. Et donc, il y a une sorte d'envahissement du sentiment d'inégalité, alors que elles n'ont pas explosé, contrairement à ce qu'on dit, mais se sont déstructurées. Voilà. J'ai toujours une raison d'être inégal, si vous voulez, alors que dans un monde de classe un peu d'image d'Épinal, au fond, j'avais une bonne raison d'être inégal. Et j'ajoute une raison qui ne mettait pas tellement en cause ma dignité. C'est une chose à laquelle je tiens. Quand je porte mon regard sur les trois continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, en me fondant sur comment on gère les inégalités dans ces continents, je me dis peut-être qu'en Afrique, il y a une chose qu'on perd de plus en plus, c'est l'hospitalité et la solidarité. L'hospitalité et la solidarité permettaient d'atténuer la douleur et même la difficulté et la souffrance des inégalités. Parce qu'on savait toujours que lorsqu'on avait un pied qui boitait, il y a toujours le voisin qui vous prêtait une béquille. Cette sorte de solidarité qui a caractérisé pendant longtemps les sociétés africaines permettait de rééquilibrer la société, de sorte que on avait en façade des gens qui possédaient tout, mais qui quand même avaient gardé le cœur pour prêter la main aux autres.
lorsque je suis arrivé en Europe, c'est vrai, les Européens vivent dans une société qui est par nature individualiste. Quand on prend l'exemple de la France est un pays qui est fondé sur le droit de propriété, que vous prenez le code civil, à l'intérieur c'est le bien, comment vous allez transmettre les biens de génération en génération pour que ceux-ci restent dans la même famille, pour qu'ils ne soient pas disséminés. Donc vous faites attention avec qui vous allez vous marier, avec qui vous allez avoir des rapports familiaux, pour que les châteaux, pour que les voitures restent dans la même famille. Les maisons sont construites aussi de sorte que ça c'est mon espace, l'autre ne peut pas venir empiéter. Donc l'idée même de la solidarité, en tout cas en France telle que ça se voyait, ça restait vrai dans les campagnes et autres, mais dans la ville, ça avait disparu, ça n'existait pas. Nous étions dans une société où si je suis heureux, je dois être heureux avec ma famille, peu importe celui qui est sur les trottoirs, il ne m'intéresse pas puisqu'il n'est pas quelqu'un qui vient de mon sang. Et cela était un choc pour moi de constater justement que l'Europe était peut-être le territoire où les inégalités étaient les plus flagrantes. Elles étaient les plus flagrantes, non pas seulement parce qu'on les voyait, mais parce qu'on essayait de les escamoter, de les camoufler. Les inégalités en Europe, particulièrement par exemple en France, sont cachées. On fait de sorte que les gens vivent dans une conception que la société est juste pour tout le monde, qu'elle donne le droit à tout le monde d'accéder à tout, et même la Constitution fait de sorte que, attention, il ne faut pas parler de la religion, de la politique, des convictions, des couleurs, nous sommes une nation, une, seule et indivisible. Donc on vit dans le principe d'une société juste et équitable, et lorsqu'on regarde de très près la société, lorsqu'on dissèque la société, on se rend compte que les inégalités sont fortes. La pauvreté a tendance à stagner, voire à diminuer dans beaucoup de pays, notamment grâce à l'urbanisation, parce qu'on est pauvre en ville, mais on est moins pauvre dans un espace urbain qu'on ne le serait dans un espace rural. Donc la pauvreté a tendance à diminuer en valeur relative. Néanmoins, et il ne faut pas confondre, ce que l'on constate aussi depuis 20 ans, c'est un accroissement des inégalités sociales. Les pauvres ne sont peut-être pas plus pauvres, des classes moyennes apparaissent, des classes moyennes notamment inférieures apparaissent, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus tout à fait dans la pauvreté sans être dans un niveau d'aisance qui leur permettrait de sortir définitivement de la pauvreté, mais les riches deviennent de plus en plus riches, c'est-à-dire les inégalités sociales ont tendance à s'accroître. Et il se trouve qu'elles s'accroissent tellement que depuis une vingtaine d'années, et plus particulièrement depuis 2008, après la crise de 2007-2008 liée aux subprimes, les questions d'inégalité sont devenues tout à fait essentielles et tout à fait fondamentales et sont en train de travailler toutes les sociétés politiques dans tous les pays au monde. Quand vous parlez d'inégalité, beaucoup de gens vous disent inégalité des chances. C'est d'abord ça qui apparaît aujourd'hui. L'inégalité des chances suppose que vous avez comme idéal de justice, non pas de réduire les inégalités entre les positions sociales, mais de créer une compétition dans laquelle l'accès à toutes les inégalités, aussi grandes soient-elles, sont possibles. Et donc, d'une certaine manière, ce sont deux modèles contradictoires. Et je suis très frappé de voir comment, en l'espace d'une vingtaine d'années, on bascule d'un modèle à l'autre. On ne parle plus d'exploitation, mais de discrimination. On a des jugements moraux pas toujours sympathiques sur ceux qui ne sont pas égaux, parce qu'après tout, ils méritent de ne pas l'être. Quand vous regardez sur les enquêtes internationales la manière dont les sociétés tolèrent les inégalités, vous vous rendez compte que plus les inégalités, plus les sociétés, ce qui ne veut pas dire grand-chose, plus les individus que l'on interroge dans ces sociétés croient dans l'égalité des chances, plus les inégalités sociales leur paraissent acceptables. Donc, je ne veux pas dire que toutes les inégalités procèdent de nous, mais quand même, on ne peut pas toujours
se présenter. C'est peut-être, au fond, une interrogation morale très, très XVIIe siècle, fait quelle est ma part de culpabilité, mais au fond, il y a un grand nombre d'inégalités qui ne nous tombent pas dessus comme une fatalité et que nous choisissons d'une certaine manière. Donc, si je me pose ce genre de questions, c'est parce que, au fond, la question qui m'intéresse toujours, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Si j'ai une conception de la vie sociale dans laquelle des lois, des reins font qu'entre ne rien faire et la révolution, il n'y a rien. Bon, j'ai au mieux une belle âme, mais c'est pas exactement ma préoccupation. Je crois qu'il faut regarder les inégalités les unes après les autres et voir s'il y a des marges, des possibilités d'action, si on peut les analyser, les comprendre. Alors, non pas là non plus pour rêver d'un monde d'égalité absolue et parfaite, ce dont d'ailleurs je crois personne ne rêve véritablement, mais de faire que nous vivions dans une société dans laquelle les inégalités ne cassent pas le sentiment d'être dans le même monde. Enfin, c'est ça les inégalités acceptables, c'est que on participe de la même société, de la même vie, en dépit de nos inégalités. On prend le même train, même s'il y a des premières et des secondes, si je peux me permettre. Voilà. Mais quand vous ne prenez plus le train pour les uns ou pour les autres, vous ne prenez que le train de première, là, ça devient insupportable. Dans le cas de l'Afrique en particulier, je crois qu'il y a une conscience du fait que non pas que l'inégalité est ontologique, mais comme le répète le dicton populaire, il y a une reconnaissance du fait qu'un grand n'est pas un petit. Et donc, qu'un certain niveau d'inégalité est tout à fait fait partie du cours, je dirais, naturel des choses. Mais ce qui est absolument insupportable, c'est l'exclusion. Et donc, ce sont des sociétés pour lesquelles, aux yeux desquelles, être exclu et donc manquer de protection, voilà l'injustice radicale. Pour le reste, un grand n'est pas un petit. Chez moi, on a toujours tendance, au Congo, où je suis né, on a toujours tendance à penser, à dire que même les doigts de la main ne sont pas égaux. Vous voyez, il y a le pouce et l'index n'ont pas la même taille, l'auriculaire, les majeurs, etc. Et le tout, c'est de faire de sorte que même si les doigts n'ont pas la même taille, mais lorsque ces doigts s'associent, c'est pour prendre la nourriture qui, elle, va nourrir tout le corps humain. Donc, toute la question de la variété de ces inégalités, moi, je les traiterais autrement. Je verrais comment faire de sorte que même dans nos inégalités, on puisse trouver au moins quelque chose qui ferait de sorte que chacun se retrouve sur un plan donné. Or, les politiques d'aujourd'hui, c'est qu'on traite toujours les inégalités qui sont les plus criardes et qui semble-t-il, sont en train de menacer la société. On va par exemple dire, attention, nous sommes menacés par les immigrés, nous sommes menacés par tel quartier. Et donc, on oriente la politique vers là-bas sans comprendre que, évidemment, si il y a une grogne, si la société ne fonctionne plus bien ici, c'est parce qu'on a tourné les dos à tout un pan de la population et qu'il suffisait simplement de les regarder, de discuter avec ces populations pour avoir quelque chose d'autre à faire. Dans mon métier, je m'occupe d'images. Alors c'est un lieu très intéressant pour la question de l'inégalité. Par exemple, le grand historien de l'art Panofsky, il a étudié une très belle allégorie de la prudence de Titien. On voit 3 visages humains, 3 visages animaux. Il a fait une analyse impeccable de ce système. Mais j'en avais déduit, moi, qu'il regardait ça comme s'il regardait une gravure, alors que c'était une peinture, et qu'il ne disait rien du fond, qui pour lui était neutre, muet, en bas.
hein, hiérarchiquement en bas. Vous me posez la question de l'inégalité, et je pense que ça serait peut-être, au fond, mieux de poser la question de l'égalité. Car en fait, on ne va pas se lamenter perpétuellement sur l'inégalité. Il faut construire de l'égalité dans chacun à son niveau, si on peut. Voilà. Donc en fait, la question, c'est la question de l'égalité. Eh bien, pour construire cette égalité, éventuellement dans le petit domaine qui est le mien, il faut renverser les rapports figure-fond. C'est-à-dire qu'il faut faire en fait une sorte d'expérience perpétuelle avec le regard. Un regard, on ne regarde pas ce qu'on voit. On voit, bon, je vois la mer, d'accord ? Je vois la mer, je suis devant la mer, je vois la mer. Mais j'ai le choix, je peux regarder, et c'est un choix. Ou je regarde la forme des vagues, par exemple, c'est très beau, les vagues, c'est magnifique. Ou je décide de regarder seulement les reflets de la lumière, et là, je vois tout à fait autre chose. Vous voyez, où est la hiérarchie ? Est-ce que c'est plus important de voir les vagues ou de voir les reflets ? Vous savez bien que non, c'est un choix. Donc, établir comme ça des égalités, ça veut dire, dans nos façons de penser, ça veut dire savoir dialectiser une chose avec l'autre, hein, et savoir expérimenter en permanence, renverser le point de vue qui est toujours le premier point de vue, qui est toujours le point de vue conformiste. Il faut toujours... on ne peut pas détruire les conformismes, on peut dialectiser et renverser les conformismes. Le principe de l'égalité qui est inscrit dans la Constitution et la réalité sur le terrain. L'égalité, on peut le clamer, on peut le proclamer, c'est l'idéal, c'est ce qu'il faut atteindre. De toute façon, en général, les principes n'ont jamais été respectés, quels que soient les pays, que ce soit en France, que ce soit dans n'importe... Les principes, c'est l'idéal. Et donc, les politiciens sont censés gérer pour atteindre cet idéal. Mais c'est comme les chercheurs. Si les chercheurs trouvent ce qu'ils cherchent, il n'y aurait plus de chercheurs. Donc les politiciens peuvent-ils atteindre le principe de l'égalité ? On l'espère. Mais tellement les formes des inégalités changent au jour le jour, quand vous avez réglé une telle inégalité, apparaît une autre même à l'intérieur de ces personnes dont vous avez réglé les situations. Donc il y a un grand décalage entre les principes d'égalité édicté par la Constitution française et la réalité qui est sur le terrain. L'égalité telle qu'elle est nommée comme ça, je ne la vois pas comme quelque chose de souhaitable ou désirable, je la vois comme un fait. L'égalité est, l'égalité existe. C'est ainsi, c'est inaliénable, c'est ainsi. Un être en vaut un autre. C'est. Alors, après, il faut ramifier égalité économique, égalité devant l'éducation, égalité, etc. Bon, alors oui, bien sûr, là, il y a tout un tas de programmes et de solutions à rechercher par la politique. Mais bon, ça ne change rien à l'égalité. L'égalité existe, elle n'est pas à réaliser. Moi, j'ai la conviction que les personnes, les gens, les individus qui sont justement dans la pauvreté ou dans la précarité sont des gens qui savent complètement que l'égalité n'existe pas. Je pense qu'on ne mise jamais, et jamais on ne travaille sur ce que sont les convictions profondes
de ceux à qui sont imposées des formules très belles et qui peuvent les faire vivre aussi et espérer. Hein. C'est beau, liberté, égalité, fraternité. C'est pas le problème. Et je pense que ce qui m'attriste peut-être, c'est que justement, on ne cherche pas à savoir comment, pourquoi et qu'est-ce que voudraient ceux qui n'y croient pas, et je crois qu'ils en... Je ne parle pas de liberté, fraternité, vous parlez d'égalité. En fait, savoir qu'est-ce qui... connaître mieux le tissu et la façon dont est fabriqué chez eux, leur conviction intime que de toute façon, ils sont, entre guillemets, indignes. Et finalement même qu'ils ont intériorisé leur indignité. Et ça, c'est quelque chose que je trouve tragique, je veux dire, et que le sens de la tragédie à l'intérieur des personnes n'a jamais été, enfin, est rarement observé dans le milieu universitaire, hein, je veux dire. C'est-à-dire, non pas la tragédie qu'on voit sur la télévision, les guerres ou bien les grands moments très traumatiques, mais la tragédie intime. Des formes d'inégalité sociale ou sexuelle, j'ai pu en voir vraiment beaucoup, même dans mes études, et notamment finalement, en fait, dans les classes ou dans le comportement de professeurs vis-à-vis d'élèves qui distinguaient vraiment des milieux sociaux, alors que j'étais dans un lycée qui était tout à fait un lycée laïque, enfin un lycée Hélène Boucher, pour le dire. Donc ça, c'était quelque chose qui me frappait énormément, en dehors de ce qu'on peut voir dans la rue, ou qu'on peut voir des scènes de rue, qui m'ont toujours... interpellée, mais dans le cheminement scolaire, il me semblait avoir vu beaucoup de comportements qui voulaient dire de la part des professeurs ou des autorités que certains des élèves ou des personnes qui étaient là, enfin de ceux qui écoutaient les cours, n'avaient pas le même statut. La promesse était intenable. Bon. La promesse était intenable parce qu'elle supposait que l'école pourrait abolir l'effet des inégalités sociales sur les performances scolaires, et elle supposait que, d'une certaine façon, l'égalité des chances, quasiment sur un modèle de compétition sportive, pourrait être réalisée. Donc il faut d'abord rappeler que ce n'est pas un modèle égalitaire, que c'est un modèle qui vise à produire des inégalités justes. Il ne consiste pas à dire, ce rêve ne consiste pas à dire tous les enfants auront le même niveau scolaire, mais il y aura un nombre normal d'enfants de milieux modestes dans les grandes écoles françaises. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Je me permets d'insister beaucoup là-dessus. Le succès serait l'expression des talents personnels d'un individu et non pas des conditions sociales dans lesquelles il a été éduqué, socialisé. Or, on voit très bien, si on met un même enfant dans un cadre plus ou moins stimulant, on sait aujourd'hui que, par exemple, l'apprentissage des langues, des compétences se fait très très jeune et qui dépend très fortement du nombre de mots entendus dans les premiers mois de la vie. Donc, il y a un conditionnement social très très fort dans le développement des capacités, des aptitudes même qui tient à l'environnement. Or, la dénégation de ça, c'est précisément nier tous ces mécanismes sociaux qui produisent en fait des inégalités. Donc c'est pour ça que le terme d'inégalité doit être déconstruit et critiqué, tout en faisant un outil de politique publique, mais pas seulement pour apporter des remèdes, mais aussi pour chercher les causes et travailler à la source des problèmes de production de ces inégalités. Je dirais, il y a d'abord une tradition historique dont il faut se rappeler, c'est que l'école républicaine française
celle dont beaucoup ont une sorte de nostalgie irrépressible, n'était pas du tout une école de l'égalité. C'était une école clivée entre les enfants du peuple et les enfants de la bourgeoisie, d'une part. C'était une école qui par l'élitisme républicain, se donnait pour but de faire que les plus doués des enfants du peuple montent, mais les autres devaient rester à leur place. Dans l'histoire aussi, il faut se rappeler que le grand modèle scolaire français est aussi un modèle très élitiste. Alors pour une raison qui est assez troublante, c'est que dans la mesure où la Révolution française a voulu se défaire des élites de la naissance, de la tradition, de ceux qui, pour parler comme Beaumarchais, ne s'étaient donné que le mal de naître, il a fallu créer les élites du génie et de l'intelligence. Et d'ailleurs, c'est très troublant de voir que la Révolution française n'a pas vraiment d'œuvre scolaire. L'œuvre scolaire, c'est l'Empire, et l'œuvre de l'Empire, c'est les grandes écoles. C'est ça le modèle. Et ça, c'est très fort dans la culture scolaire française. L'idée qu'il faut classer, ranger, créer des filières, classer, ranger, c'est une... On le fait, disons, avec un zèle troublant, si je peux me permettre, et en tout cas, beaucoup plus de zèle que ne le font d'autres pays. La deuxième chose qui peut expliquer ça, c'est de bien comprendre, alors c'est pas une explication, mais c'est une description, c'est de bien comprendre que les grandes inégalités scolaires sont l'effet d'agrégation de petites inégalités. C'est-à-dire que si vous avez de grandes inégalités à la fin du système, ça ne veut pas dire qu'elles étaient là d'emblée. Elles sont produites par des mécanismes d'agrégation. Par exemple, quand vous êtes de milieu modeste, bon, vous avez peut-être moins de capital vous permettant de réussir. Mais vous serez dans une école où il y a plus d'enfants pauvres. Vous aurez des enseignants plus jeunes. La carte scolaire vous sera moins favorable. Vos parents seront moins ambitieux. Tout ça, ça ne fait pas de gros écarts à chaque fois. Mais à la fin d'un parcours, ça fait des écarts considérables. Pour donner une illustration arithmétique extrêmement simple, si vous avez deux cohortes d'élèves, l'une pour des raisons sociales sélectionnée à 80% des cas, c'est-à-dire qui réussit à 80%, et l'autre sélectionné à 50%, ce qui est un écart assez faible, ça fait 1,6, c'est un écart très faible. Au bout de 5 sélections, l'écart est passé à 10. C'est-à-dire que vous avez dans le premier cas plus de 30 survivants, et dans l'autre cas, plus que 3 survivants. Et chaque fois, la sélection a été relativement modeste. Je ne sais pas si on comprend bien ce mécanisme. Donc, il faut bien comprendre que l'organisation du système scolaire, les manières de noter, les attitudes, la carte scolaire, les choix des parents, etc., vont accentuer. À l'école, quand on apprend, dans les années 80, quand on apprenait la déclaration de l'homme et du citoyen, je me disais vraiment où sont les femmes, c'est vrai. Et puis cette règle de grammaire inique, le masculin l'emporte sur le féminin, ce ne sont pas que des mots. Le symbolique, il est en nous, il détermine le monde. Bon. Il me semble que j'écris assez souvent à ma façon sur les inégalités, mais le roman qui parle vraiment très frontalement de l'inégalité homme-femme, c'est Truisme. C'est vraiment l'histoire d'une femme animalisée par le regard masculin. Et d'autres éléments, là je résume le livre, c'est un livre assez complexe, mais c'est une femme qui au début du livre est prostituée et elle ne s'en rend même pas compte, enfin, c'est dire son degré d'aliénation, elle trouve parfaitement normal de devoir gagner sa vie en vendant son corps et ses services sexuels. Et c'est complexe parce qu'elle peut aussi y trouver une certaine forme de satisfaction. Elle est dans le circuit économique, elle fait son taf, quoi, mais avec une espèce de candeur atroce. Et elle est totalement dominée par le système du business masculin jusqu'à s'échapper. Voilà, c'est grâce à la transformation de son corps qu'elle trouve une brèche. Son corps se transforme en truie, elle se transforme en truie, et son corps lui dit « Ma cocotte, il t'arrive un truc là, il faut peut-être que tu réagisses. » Bon, c'est ça l'histoire de Truisme. Je me suis beaucoup amusée d'ailleurs en l'écrivant. Je trouvais ça très drôle. Mais j'étais dans une fureur terrible à l'époque. Je l'ai écrit, j'avais 26 ans.
Et en particulier, j'étais en butte à ce qu'on n'appelait pas à l'époque le harcèlement de rue. Donc je subissais le harcèlement de rue d'une façon très... j'ai envie de dire très physique, parce qu'il s'agissait vraiment de ça. Très nue, quoi. J'étais dépourvue d'outils pour penser ce phénomène, qui est un des premiers, une des manifestations les plus évidentes de la domination masculine. Alors j'ai écrit Truisme, ça partait vraiment de cette rage-là, de cette colère-là. Qu'est-ce qui m'arrivait? Pourquoi je pouvais pas arpenter la rue? Pourquoi la rue m'appartenait pas? Moi, je croyais qu'elle m'appartenait, parce que je venais d'un village. Alors, il y avait d'énormes problèmes de violence sexuelle hein, dans ce village. Il se trouve que le harcèlement de rue n'existait pas comme ça, pas comme à Paris. Le viol, j'avais quelques outils pour le penser, pas ce harcèlement permanent. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. J'ai pas d'exemple. J'ai pu éprouver de la peur, éprouver quelquefois, oui, de la peur de la peur physique, quelquefois, d'être agressée, comme ça, ou d'avoir mal, ou de sentir qu'il y avait quelque chose qui allait me pénaliser, ou une action comme ça, mais je ne l'ai jamais ressenti comme de l'inégalité. À chaque fois que je me suis retrouvée dans des situations où un pouvoir s'exerçait sur moi, j'ai pu en éprouver une certaine inquiétude ou une certaine peur, oui, mais je n'ai jamais pensé que j'étais inégale. Je n'ai jamais pensé que j'étais inférieure pour autant. Ce qui se passe, et se passera encore durablement, je pense, avec l'affaire Harvey Weinstein, c'est presque un peu tôt encore pour moi pour essayer de le dire. D'abord, ça m'étonne évidemment absolument pas, et je lis beaucoup de témoignages des actrices américaines ou françaises d'ailleurs sur toute cette gradation horrible entre le viol et puis la pression, quoi. Et je comprends très bien comment on peut être en quelque sorte un lapin dans les phares, quoi. C'est-à-dire être absolument tétanisé par ce pouvoir tellement affirmé, tellement dominant d'un homme qui tient vraiment votre carrière dans ses mains. Et parfois même, il faut voir aussi comment les femmes, et je ne le juge pas parce que j'ai pu être dans cette situation, intègrent la domination masculine au point de la trouver presque normale. Enfin, voilà, c'est comme ça que sont les hommes, alors il faut faire avec. Ça n'a jamais été vécu comme ça par moi. J'ai pu éventuellement être capable de réfléchir dans cette logique-là et de comprendre que certaines actions d'agression étaient commandées par le sentiment que pouvaient avoir certains de leur supériorité, ça oui, sans doute, et que tout ça s'inscrit en effet dans un système, mais est-ce que moi, j'ai reconnu ce système et cette situation d'une prétendue supériorité? Non. Même s'il est clair qu'elle était vécue comme ça par ceux qui s'arrogent certains pouvoirs. J'ai été absolument ravie du début de la chose. Non pas, j'ai pas aimé les mots « balance ton porc », mais j'ai été très contente de cette libération de la femme. Comme toutes, j'ai vécu des choses semblables, pas toujours aussi graves, quoique. Et donc, vraiment, pour moi, c'était quelque chose, c'était
comme on le disait sur les médias historiques peut-être. Moi, je crois beaucoup à l'homme, à l'homme en général, mais aussi à l'homme. Je crois aussi à son pouvoir de domination absolue, et je l'ai vécu, je l'ai subi beaucoup, même à l'école. Et je crois aussi qu'on n'a pas assez travaillé, travaillé en tout cas en ce moment, sur justement les inégalités sociales qui sont énormes. C'est-à-dire que entre, je sais pas moi, Catherine Deneuve et la caissière du Franprix, pour moi ce sont deux personnes totalement différentes et je leur attribue pas le même statut. Et j'ai pas assez lu de choses pour dire que il fallait lutter. Il y a pas, on peut pas séparer le féminisme de la question sociale. En tout cas, moi, je me refuse à le faire. Et si on le fait, si on sépare les deux, on autorise une fausse égalité. Les femmes n'ont jamais été égales entre elles. Moi, je me dis un peu ce qu'on dit souvent, et ce que j'ai appris en histoire, c'est que, curieusement, le mouvement féministe, c'est un mouvement qui repart tout le temps à zéro. Et j'ai peur de ça. J'ai peur que ce mouvement qu'on dit historique ne soit pas autant que ça, et qu'il n'ait pas la longévité qu'on croit, et qu'il faille repartir à zéro. C'est très complexe ce que je vais aborder là, parce que je suis une féministe non essentialiste, c'est-à-dire je pense qu'il n'y a aucune différence fondée en biologie, disons, entre l'homme et la femme. Enfin, je pense que les femmes ne sont pas plus douces ou plus gentilles que les hommes. Mais je pense quand même que le monde dont j'ai hérité est un monde dont les frontières en particulier ont été tracées par des hommes. Alors, il y a l'exception fascinante de la reine Victoria, mais elle avait tellement intégré la psyché masculine, elle détestait être enceinte en particulier. Enfin, il y avait des choses comme ça très... elle refusait vraiment violemment le féminin en elle. Alors, quand je regarde la planète, ces lignes-là, en particulier en Afrique, comme ça, je me dis, c'est un monde tracé par des hommes, pas par des humains, par des hommes, des humains mâles. Alors, je crois quand même que ce monde inégal est le produit non pas de la domination, mais de la domination masculine, sur tous les plans. Et peut-être même le rapport aux animaux. Là, je suis ni anthropologue, ni paléontologue, ni rien du tout, mais je soupçonne que le rapport aux animaux a été aussi déterminé par une domination masculine. Si on commençait, avant de parler des inégalités, par ne pas forcément reconnaître les supériorités. On pourrait peut-être commencer comme ça. Bon. Or, les supériorités sont quand même très reconnues. Tout le monde conteste les inégalités, mais qui conteste les supériorités? C'est ça, moi, que j'arrive pas à comprendre. Les supériorités sont quand même très protégées, très reconnues, très acceptées. Alors éventuellement pour les contester d'ailleurs, pour défiler dans la rue et dire « mais comment ça se fait que telle supériorité fait comme ci ou comme ça ?» Ben oui, mais si tu te rebelles contre la manière de faire, ça veut dire déjà que tu trouves que c'est une supériorité et que tu demandes juste qu'on te donne une petite place un tout petit peu plus grande, un pourcentage un petit peu plus favorable. Et qu'est-ce que c'est? Donc, je ne sais pas, on n'est pas on peut avoir une certaine indifférence aussi. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire les supérieurs si on y dit indifférent à leur supériorité? Les supérieurs n'existent et ne jouissent que dans la mesure où on est fasciné par leur supériorité. Et qu'est-ce qui va se passer si on n'est plus fasciné? Ou si on l'est moins? Si on s'en fout? Il va se passer quoi? Voilà.
Sur le plan théorique, sociologique et surtout historique, je crois que l'articulation entre les inégalités de classe, les inégalités de genre et les inégalités raciales, cette articulation va de soi. Je veux dire que, je dis elle va de soi, je veux dire par là que, au regard de l'histoire du capitalisme, c'est ainsi que ça s'est passé. Le capitalisme, dans son principe, a besoin de subsides de toutes sortes. Il a besoin de subsides raciaux, il a besoin de subsides de genre, si on veut, et de plusieurs autres. On a besoin, par exemple, du corps noir, les muscles, l'énergie physique, la sueur, la force de travail, pour planter du coton, assainir les marécages, construire des routes. On en a besoin. C'est utile, ça a une valeur d'utilité. Mais simultanément, le porteur ou la porteuse de ce corps est perçu comme ne valant rien. Et donc, je crois ce paradoxe entre un corps de valeur et une personne sans valeur, le racial, c'est là qu'il se joue. En tout cas, dans l'histoire récente du capitalisme. Et il a besoin, disons, ce jeu est nécessaire. C'est pas un accident. Ce jeu, valorisation, dévalorisation, est absolument nécessaire dans la dialectique d'extraction du profit. Alors, les inégalités peuvent se cumuler au sens où on parlait dans le temps, en sociologie, de cumul des handicaps. Aujourd'hui, on va parler d'intersectionnalité, c'est-à-dire une femme noire va être doublement défavorisée socialement par rapport à un homme blanc. Alors, si en plus elle est de classe sociale défavorisée, ça va être encore plus flagrant. Donc effectivement, et c'est pour ça que dans sciences sociales, on ne peut jamais parler de causalité unique, parce qu'il y a toujours les variables, les facteurs sont liés et peuvent soit se compenser, soit se cumuler dans le sens du handicap. Et donc on peut observer les phénomènes, par exemple, de paupérisation. Ils vont intervenir plutôt effectivement dans les catégories femmes, classe populaire, et d'autant plus dans les minorités ethniques. Voilà, donc ce sont des mécanismes qu'il faut étudier et travailler du point de vue d'une sociologie fine, en fait, aussi des mécanismes de stigmatisation. Hein. C'est parce qu'il y a des mécanismes d'exclusion formelle qui s'observent plus trop dans nos sociétés de démocratie libérale. Par exemple, le numerus clausus qu'il y avait pour les juifs, a priori, en principe, ça n'existe plus. Il peut y en avoir des cachets d'un numerus clausus qui sont des non-dits. Par exemple, dans les recrutements, dans les concours de grandes écoles, on ne va jamais dire ça, mais on va quand même limiter la part des différentes catégories ethniques ou religieuses. Les pires, peut-être, inégalités que j'ai vécues ne sont pas forcément celles qui sont liées à la couleur de ma peau, mais c'est tout simplement celles qui sont liées au fait que chaque fois, il faut toujours justifier qui on est, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on puisse vous ouvrir quelque porte que ce soit. Et moi, j'ai toujours pensé que la grande inégalité, l'inégalité la plus humiliante, c'est celle qui vous met dans une situation où vous êtes obligé de justifier que vous êtes un être humain. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez jaune. La question même de l'humanisme est quelque chose de plus fort. En Afrique du Sud, par exemple,
nous assistons à des taux de chômage très élevés. 35-40% de la population en mesure de travailler, pas qu'elle ne travaille pas, mais n'est pas incluse dans les systèmes formels d'emploi. Et au fond, est inemployable dans le contexte actuel, dans la vie économique actuelle de l'Afrique du Sud. Et donc, la grande question n'est plus vraiment celle de l'exploitation, de l'aliénation par le biais de l'exploitation. La grande tragédie pour beaucoup, c'est de ne même pas être exploitable, de ne pas être exploité. Parce que, en étant exploité, l'espoir est qu'on puisse bénéficier des conditions ne serait-ce que de survie. Et donc, on est dans une dynamique, je crois, post-martienne. Il y a des notions telles que l'armée de réserve, ça ne signifie pas grand-chose dans les conditions où il n'y a pas de travail. Et donc, il faut penser désormais en termes d'existence dans ces conditions d'une catégorie de la population qui est en excès, qui est, au regard de la logique capitaliste contemporaine, qui est une masse de superflus, des gens dont l'économie n'a véritablement pas besoin. Et d'où la question de savoir comment gouverner les gens dont on n'a pas besoin, dont l'économie n'a pas besoin. Comment on va les gouverner? La question dite de l'inégalité, elle est à poser, je crois, au regard de ces nouvelles conditions de création de gens s'emparent de déchets dont on aimerait se débarrasser. On le fait ailleurs, aux États-Unis, vous les incarcérez, et on ne peut plus véritablement les exterminer, comme au temps du colonialisme génocidaire, d'où ces pratiques d'enfermement, de déclassement qui sont un peu devenues la norme partout dans le monde aujourd'hui. Il y a quelquefois des points extrêmes où les inégalités assassinent, tuent les gens. Voilà, très souvent, si vous poussez l'inégalité jusqu'au bout, et elle est très souvent poussée jusqu'au bout, je répète que l'inégalité devient le pouvoir que l'homme a de détruire l'homme, au sens générique. Voilà. Devant ça, on est accablé. Et dans cet accablement, il arrive, heureusement, que de ce mouvement d'écrasement, non seulement de ceux à qui on fait injustice, d'abord eux, bien sûr, mais d'autres aussi, ceux qui en sont les témoins, par exemple. Un mouvement de soulèvement secret, colère, indignation, la fameuse indignation, et puis soulèvement. Donc oui, les soulèvements sont une première réponse aux inégalités, tout à fait évidente. Il faut bien comprendre que quand le chemin est barré, quand on vous met un mur devant, il n'y a pas d'autre solution que de faire le mur, hein, de sauter par-dessus ou de tout casser, de casser le mur. Ouais, ça, c'est assez cohérent. Cette puissance de soulèvement, elle est
elle est fondamentale. Je pense qu'elle est liée au désir. Elle est liée au désir de... Le plus simple désir, le désir qu'il y ait du futur. Le désir qu'on ait encore du temps